Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. Mesurer pour la santé, c'est le thème retenu pour célébrer demain jeudi 20 mai la journée mondiale de la métrologie. À suivre dans cette édition, le message de la ministre de l'Industrie et du Commerce. Des fédérations sportives et des athlètes ont reçu officiellement ce mardi 18 mai des lots de matériel et d'enveloppes financières dans le cadre de leur préparation aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Nous en parlerons dans ce journal. Les stratégies de relance de l'économie de l'Afrique à l'ère du coronavirus au cœur d'un sommet à Paris. Une quinzaine de chefs d'État africains y prennent part. Voilà pour le sommaire de cette édition. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Le Bénin célèbre demain, 20 mai, la journée mondiale de la métrologie, édition 2021. Cette célébration est une occasion de rappeler l'impact des mesures dans notre vie quotidienne. Cette année, les réflexions sont axées autour du thème « Mesurer pour la santé ». En prélude à cette journée, la ministre de l'Industrie et du Commerce a délivré un message dont voici un extrait. Suivez plutôt. L'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité, l'ANM, a pour mission la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la politique nationale de normalisation, de métrologie, de certification, de vérification des produits et de promotion de la qualité. Elle assiste les acteurs en charge de la production des biens et services à faire face aux défis de la compétitivité, de la croissance économique durable, de la protection du consommateur et de toute autre partie intéressée. Béninoises et Béninois, chers acteurs de la santé, le thème choisi pour 2021 est le suivant: mesurer pour la santé. L'objectif étant de sensibiliser au rôle important que joue la mesure dans la santé et donc dans le bien-être de chacun d'entre nous. Dans le monde entier, les laboratoires nationaux de métrologie font évoluer en permanence la science de la mesure en mettant au point et en validant de nouvelles techniques de mesure selon le niveau de sophistication requis. Les laboratoires nationaux de métrologie participent également à des comparaisons de mesures coordonnées par le Bureau international des poids et mesures afin d'assurer la fiabilité mondiale des résultats de mesure. L'Organisation internationale de métrologie légale, l'OIML, élabore les recommandations internationales dont l'objectif est d'aligner et d'harmoniser les exigences dans de nombreux domaines, gère le système de certification qui facilite l'acceptation internationale et le commerce mondial des instruments de mesure soumis à des réglementations. La Journée mondiale de la métrologie reconnaît et célèbre le rôle de tous ceux qui travaillent tout au long de l'année dans les organisations et laboratoires de métrologie intergouvernementaux et nationaux. Pour mémoriser cette journée, l'ANM procédera conformément au thème choisi à la vérification gratuite de pesage dans les formations sanitaires en vue de sensibiliser sur l'importance de vérification et d'étalonnage des mesures et matériels de mesurage dans les centres de santé. Je l'annonçais en titre, cérémonie officielle de remise de matériel à certaines fédérations sportives et de soutien financier à des athlètes dans le cadre de leur préparation aux Jeux Olympiques au Tokyo 2020. C'est une initiative du Comité national olympique et sportif du Bénin. La cérémonie a eu lieu ce mardi 18 mai au stade général Mathieu Kérékou. Frédéric Espoir Oumabou et Fiacre Voitan pour le compte-rendu. Pour cette énième sortie du Comité national olympique et sportif du Bénin, plusieurs fédérations sportives ont reçu de façon officielle des assistances en matériel et équipements sportifs. Il s'agit pour la majorité des sports qui font leur premier pas aux Jeux olympiques. Et sur ce volet, près de 21 500 000 ont été dépensés pour l'acquisition de ces équipements qui sont dispatchés sur plusieurs disciplines. Environ a bénéficié de matériel sportif à hauteur de 4 500 000. Baseball,
3 500 000. Karaté, 2 500 000. Roller sport, 3 millions. Rugby, 2 500 000. Triathlon, 3 millions. Techball, $3 000. Par ailleurs, dans le cadre des prochains Jeux olympiques Tokyo 2020, certains athlètes béninois ont aussi bénéficié d'accompagnement financier pour leur préparation. Privel Rinkanti, à qui le comité olympique accorde un accompagnement de $8 000. Tout le reste, à savoir Odile Awanwanou, Noélie Yarigo, Roméo Ntia, Nafisat Abeke Radji, Marc-Pierre Dansou, Septus Dosiovo, Océade Ganiero, Severina Marie-Stella Odoulami, Cécile Jospin Lokosu. Chacun de ces derniers athlètes bénéficie d'un accompagnement de $2 000. Ce qui fait au décompte total $26 000, soit 14 092 000 francs CFA. Des appuis salués par les responsables des diverses fédérations sportives qui ont pris l'engagement d'une utilisation à bon escient. Représentant le chef de l'État Patrice Talon au sommet de Paris sur la relance de l'économie africaine, Romuald Wadagni a appelé à une solidarité mondiale quant au financement des économies africaines. Au micro de nos confrères de Radio France Internationale, le ministre de l'Économie et des Finances a invité à l'application des droits de tirage spéciaux DTS aux pays africains. On écoute un extrait de ses propos. Vous savez, la solidarité internationale se manifeste aujourd'hui par la capacité de certains pays de pouvoir donner leur quota de DTS à d'autres pays. C'est pas du tout gagné, mais pour nous, déjà, une partie de la bataille a été gagnée parce que rappelez-vous encore, en avril 2020, quand le président Patrice Talon a demandé de réfléchir dans le centre d'attribution d'allocations nouvelles de DTS, on était les seuls, le Bénin était les seuls à faire ça. Donc aujourd'hui, qu'il y ait unanimité autour de cette proposition est déjà une bonne nouvelle. Et nous sommes convaincus que les pays suivront la proposition française d'aller vers cette allocation. Nous souhaitons qu'ils suivent et je rappelle que le Japon a participé au sommet tout à l'heure et n'a pas objecté à ce plaidoyer. Nous sommes fidèles à notre position et je me réjouis que la déclaration finale que vous avez certainement reçue ne parle ni d'annulation de dette ni de moratoire. Nous considérons que les questions de dette pour des pays qui ont des situations particulières doivent se traiter au cas par cas, mais s'agissant de solutions pour l'Afrique en général, il y a des solutions que nous considérons qu'il faut privilégier, c'est celle de l'allocation de DTS. Non, pour le Bénin, le moratoire de la dette n'est pas une priorité, non. Notre logique a été toujours de dire que quand on a durement acquis une crédibilité sur la place des marchés, en période de crise, le premier réflexe, c'est de s'assurer d'avoir les capacités d'honorer ses engagements. Et donc, toutes les solutions qui permettent au pays d'avoir des ressources nouvelles pour honorer les engagements doivent être privilégiées. C'est pour ça que nous nous réjouissons donc de l'initiative d'émission de DTS. Cela dit, il y a des pays qui ont des situations particulières et qui nécessitent de s'asseoir avec les prêteurs, les bailleurs, pour renégocier, rééchelonner les dettes. Et ces situations peuvent exister et nul ne saurait s'opposer à ces situations. En matière d'endettement, nous sommes d'accord que le premier point, c'est de faire des efforts nécessaires pour accroître les capacités de mobilisation de recettes internes. Faire les réformes pour moderniser les régies, limiter la corruption, les déperditions sur la chaîne de collecte des recettes publiques, faire tous les efforts qu'il faut pour réduire le poids de l'informel et élargir la base fiscale. Donc ça, nos pays sont engagés dans ces différentes réformes et c'est plus nous encaissons, plus nous engrangeons de ressources propres, plus la capacité d'avoir accès
au financement extérieur est grande. Maintenant, s'agissant de la dette, je pense que pour construire une route, par exemple, qui a une durée de vie de 30-40 ans, il est impensable que l'on aille s'endetter à 5-7 ans à des taux de 10%. C'est ce qu'on voit dans quelques pays. Parce que la pression de la population est là pour que l'investissement se réalise. Il vaut mieux aller emprunter long et aller rechercher des financements très très longs, à des taux plus faibles. Donc, vous avez beau avoir un investissement qui est nécessaire pour la population, si vous financez mal cet investissement, mais vous aurez une dette de mauvaise qualité et qui pourrait poser des problèmes de soutenabilité. Le deuxième élément qui est fondamental, c'est que j'arrive à mobiliser des ressources avec une cohérence entre la durée de l'investissement et du projet, mais j'ai une mauvaise gouvernance dans l'exécution du projet. Et donc, ça veut dire qu'il faut également continuer les efforts pour plus de transparence dans les procédures de passation de marché et dans toute la gouvernance qui entoure l'exécution des projets financés par les ressources. En interactualité, l'économie africaine en diagnostic à Paris, le président français Emmanuel Macron avec une quinzaine de dirigeants africains analyse depuis 48 heures les stratégies de relance de l'économie du continent africain à l'ère du coronavirus. Suivez les détails. Une salve de remerciements adressée au président français. Vous allez bien? Merci beaucoup. Hein. Monsieur le Président, félicitations. Merci d'être là. Merci. I got your SMS. I know you got it. Come on. Emmanuel Macron, érigé en défenseur des droits sociaux africains, et plus particulièrement le droit à la vaccination. Au cœur d'un sommet sur le financement des économies africaines, le chef d'État français alerté par son homologue sénégalais sur le comportement parfois individualiste adopté par les grandes nations du monde en temps de crise sanitaire. Nous avons une responsabilité commune et que vacciner ses propres populations pour les pays industrialisés ne leur garantit absolument pas la sécurité sanitaire. Si nous continuons la tendance actuelle où les Africains seront à 2%, 3% de vaccinés, il se développera sur le continent africain des variants extrêmement résistants. Wonderful, thanks. Un message envoyé depuis Paris et à destination notamment du continent européen. Charles Michel, président du Conseil européen, d'ailleurs présent, tout comme les représentants des principales organisations financières internationales. Après donc les États-Unis et à la demande incessante de l'Inde et de l'Afrique du Sud, Emmanuel Macron approuve à demi-mot une levée des brevets sur les vaccins, appuyant davantage sur l'importance des transferts de technologie et appelle à augmenter les productions de doses. Il y a 1 an, nous avons lancé l'initiative COVAX, objectif de vacciner 20% de la population. L'Union africaine a lancé l'initiative AVAT pour monter à 30%. Nous devons viser un objectif de 40% de la population vaccinée. C'est faisable. Et c'est faisable en 21. Un projet estimé à 50 milliards de dollars pour produire des vaccins en Afrique pour l'Afrique. Le Fonds monétaire international est sollicité. De grandes promesses, mais surtout un travail de dédiabolisation autour du vaccin est préconisé par les grands chefs d'État africains. Il n'y a pas assez de mobilisation de ce côté-là de la part de nos populations. C'est une certaine inquiétude qui est due au fait, à mon sens, que le vaccin vient d'ailleurs. Voilà pourquoi il est nécessaire de viser la production de vaccins en Afrique. Le président de la RDC, se désolant d'avoir reçu plus d'1 500 000 doses et n'avoir pu vacciner que 10 000 personnes, pour la plupart des expatriés. Une crise sanitaire doublée d'une crise économique. La communauté internationale a l'ambition de mobiliser 100 milliards de dollars pour aider le continent africain à se relever de la pandémie, mais aussi lutter contre le terrorisme. Les discussions doivent continuer en ce sens au sommet des G7 et G20 en juin et octobre prochain. C'était intéressant d'entendre tout le monde. Pas de solution pour le moment dans le conflit au Proche-Orient. L'ONU toujours dans l'impasse. La France, l'Égypte et la Jordanie appellent à un cessez-le-feu et aussi à l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Suivez. C'est un balai diplomatique incessant qui ne porte pas encore ses fruits. La France, l'Égypte et la Jordanie ont déposé cette nuit au Conseil de sécurité de l'ONU une nouvelle proposition de résolution afin de demander un cessez-le-feu entre Israël et Gaza. Nous avons souhaité, et l'Union européenne le manifestera, de travailler en lien avec le secrétaire général des Nations Unies pour
faire en sorte qu'au sein du Conseil de sécurité, on puisse très rapidement acter cette volonté commune d'un cessez-le-feu le plus rapidement possible, ouvrant la voie à ce moment-là ensuite à une relance du processus de paix. Une proposition soutenue par la Chine et la Russie, mais qui doit encore convaincre les États-Unis. Washington a déjà refusé par 3 fois des déclarations similaires soumises par Pékin, Oslo et Tunis. Un soutien indéfectible à Israël qui irrite profondément les Palestiniens. Trop, c'est trop. Je peux vous dire que la responsabilité immédiate de la communauté internationale est d'instaurer un cessez-le-feu immédiat. C'est de cela qu'il s'agit, un acte honteux du Conseil de sécurité qui ne parvient pas à exprimer de position unifiée appelant à la fin de cette agression. Sur place, en Israël et dans les territoires palestiniens, la tension ne diminue pas. Cette nuit, les bombardements israéliens ont encore répondu aux roquettes du Hamas. Hier, les affrontements parfois meurtriers se sont multipliés en Cisjordanie entre forces de sécurité et manifestants palestiniens à l'occasion d'une grève générale en soutien à Gaza. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ne semble pas souhaiter d'accalmie. Le Hamas et le djihad islamique ont reçu des coups auxquels ils ne s'attendaient pas. Nous avons ramené le Hamas des années en arrière. Nous continuerons aussi longtemps que nécessaire pour ramener le calme aux citoyens d'Israël. Une crise sécuritaire qui s'ajoute au risque de crise humanitaire. Selon l'ONU, 72 000 Palestiniens ont été déplacés et 2500 ont perdu leur maison. Depuis le début du conflit, plus de 200 personnes ont perdu la vie et des milliers ont été blessés. Le premier allié d'Israël dans ce conflit au Proche-Orient, les États-Unis, décriés sur la scène internationale. La politique étrangère de Joe Biden est remise en cause par l'aile gauche de son parti. Le conflit israélo-palestinien a déjà fait plus de 200 victimes et complique la tâche aux locataires de la Maison-Blanche. Précision avec nos confrères de la RT. À chaque missile qui s'abat sur Gaza, le mandat de Joe Biden se complique. Alors que les échanges de tirs entre les deux parties arrivent dans leur seconde semaine, Washington affiche toujours son soutien à son allié hébreu. Le président a également passé 2 appels téléphoniques au cours du week-end et lors de ces appels, il a souligné que le Hamas devait cesser de tirer des roquettes sur Israël et a affirmé une fois encore le droit d'Israël à se défendre contre les attaques terroristes. D'après les rapports, plus de 3000 roquettes ont été tirées par le Hamas sur Israël au cours des derniers jours. Les États-Unis empêchent d'ailleurs toujours l'adoption d'une résolution contraignante au Conseil de sécurité de l'ONU, privant l'organisation d'un de ses seuls moyens d'oppression. Bien que Washington se défende de toute obstruction. Nous ne faisons pas obstacle à la diplomatie, au contraire, comme je l'ai dit, nous l'exerçons pratiquement sans relâche. La question est de savoir si une action ou une déclaration donnée peut réellement faire avancer l'objectif de mettre fin à la violence et d'aller vers un monde meilleur. Une orientation que l'administration américaine a pourtant de plus en plus de mal à tenir, en cause des voix dissonantes en provenance du camp démocrate qui réclame de la part de la Maison-Blanche une position plus équilibrée. Preuve en est ce courrier signé par 25 représentants démocrates et adressé au secrétaire d'État Anthony Blinken. Jérusalem-Est fait partie de la Cisjordanie et au regard du droit international, Israël exerce une occupation militaire de ce territoire, nonobstant son incorporation illégale de Jérusalem-Est dans la municipalité de Jérusalem et son annexion illégale de jure ultérieure de Jérusalem-Est. Les projets d'Israël de démolir des maisons palestiniennes à Al-Bustan et d'expulser des Palestiniens de leurs maisons à Sheikh Jarrah sont en violation flagrante de la 4e Convention de Genève. 2 jours plus tard, le très populaire sénateur de gauche Bernie Sanders enfonce le clou dans une tribune du New York Times. Depuis des années, nous assistons à une occupation israélienne croissante de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est et à un blocus continu de Gaza qui rendent la vie des Palestiniens de plus en plus intolérable. Nous avons vu le gouvernement de Benjamin Netanyahou s'employer à marginaliser et à diaboliser les citoyens palestiniens d'Israël. Nous devons reconnaître que les droits des Palestiniens sont importants. La vie des Palestiniens compte.
Palestinians Lives Matter, une tournure au parfum particulier outre-Atlantique. Illustration de cette nouvelle tendance politique, cette vente à Israël pour 735 millions de dollars de bombes à guidage de précision et qui a suscité une levée de boucliers démocrates au Congrès. Ces appels à plus de sévérité à l'égard de Netanyahou, Joe Biden ne peut les ignorer. Le président américain ne dispose au Sénat que de la plus courte majorité possible. Tout mécontentement de son camp l'empêcherait d'appliquer son programme. 8000 migrants ont débarqué sur la côte espagnole depuis 48 heures, un nombre record jamais atteint. Plus de la moitié est déjà renvoyée du pays. Le Premier ministre Pedro Sánchez promet un rétablissement de l'ordre le plus tôt possible. Suivez. Les plages de Ceuta sous un vent de chaos. Une véritable marée humaine a déferlé depuis le début de la semaine sur les côtes de l'enclave espagnole. Venus du Maroc, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont gagné le territoire situé au nord-ouest du Maghreb à l'aide de bouées gonflables ou de canots pneumatiques. Face à cet afflux à l'ampleur inédite, le gouvernement espagnol a vivement réagi. Le Premier ministre espagnol a promis l'expulsion des migrants. Ma priorité en tant que président du gouvernement espagnol est actuellement de garantir le contrôle du transit à la frontière avec le Maroc et de procéder au retour immédiat, je le répète, au retour immédiat de tous ceux qui sont entrés irrégulièrement à Ceuta ou Melilla, comme le prévoient les accords que l'Espagne a signés avec le Maroc depuis des années. Pour l'exécutif, l'urgence est de mise et la réponse ne manque pas de fermeté. Le dispositif de sécurité a été lourdement renforcé. Aujourd'hui, les premiers renforts de la police nationale et de la garde civile arrivent. Il s'agit de 200 agents qui s'ajoutent aux 1100 agents que nous avons en permanence sur le terrain. Un dispositif renforcé, témoignant d'un véritable durcissement de la réponse espagnole face à cet afflux grandissant d'étrangers venus du Maroc. Les forces de sécurité n'hésitent pas à faire usage de la force face aux migrants nouvellement débarqués sur les plages de Ceuta. Nous sommes arrivés à Ceuta lundi soir, mais les forces de sécurité ont commencé à nous tirer dessus. Une femme a perdu un œil. Elle a également été touchée à la tête. Je pense qu'elle est morte. D'autres jeunes ont été blessés au visage avec des couteaux. Un soldat a également été blessé. Nous voulions partir, mais les forces de sécurité nous en ont empêchés. À présent, nous sommes de retour. Voilà tout. Ce nombre record d'arrivées survient en pleine crise diplomatique entre l'Espagne et le Maroc, alors que Rabat est traditionnellement un allié clé de Madrid dans la lutte contre l'immigration clandestine. Les relations entre les deux pays se sont tendues depuis l'accueil fin avril par l'Espagne du chef des indépendantistes sahraouis pour être soigné du Covid-19. Une décision qui a déclenché la colère de Rabat. Madrid, de son côté, accuse le Maroc d'avoir laissé faire pour punir l'Espagne de ce soutien présumé au Front Polisario. En guise de mise au point, l'ambassadrice marocaine vient d'être convoquée par le ministère des Affaires étrangères espagnol. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.